Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Apparu furtivement pendant la Révolution française dans une brochure intitulée Essai sur la justice primitive, et publiée par un curé de campagne, Pierre d'Olivier, curé de Mauchamp, district d'Étampes, l'expression justice sociale n'est entrée dans le langage courant et dans le débat politique que 150 ans plus tard, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et s'est très vite imposée comme un enjeu majeur de la vie politique et sociale. Aujourd'hui, toutes les autorités morales et religieuses l'appellent de leur vœu. Tous les partis politiques la promettent. Il n'est pas un défilé syndical, pas une campagne électorale, pas un discours présidentiel qui ne sacrifie au culte de la justice sociale. Avec les droits de l'homme et la liberté, la justice sociale est devenue l'une des grandes divinités laïques de notre temps. Mais qu'est-ce que la justice sociale ? Aristote l'a définie il y a 2500 ans en expliquant que cette valeur universelle qu'est la justice recouvre trois notions distinctes. La justice corrective qui sanctionne les crimes et les fautes, la justice commutative qui arbitre les conflits entre les personnes, et la justice distributive qui préside à la répartition des honneurs et des biens. La justice sociale relève donc, cela va de soi, de la justice distributive. Elle a pour objet d'assurer un partage équitable des richesses et des revenus au sein de la société. Au fil des millénaires et de la formation des États, la justice corrective et la justice commutative se sont institutionnalisées. Elles sont aujourd'hui rendues dans des tribunaux par des juges qui fondent leurs jugements sur des codes et sur des lois. La justice distributive, en revanche, est restée à l'écart de cette évolution pour une raison qui tient à l'extension au cours de l'histoire du champ de la propriété privée. Dans un monde possédé, la justice distributive a perdu sa raison d'être. Elle est restée pendant des millénaires un concept abstrait, une utopie. Fondée sur les principes d'égalité et de fraternité propagés par le christianisme, la révolution intellectuelle et morale qui s'est produite en Europe à partir du XVIIe siècle, et dont la Révolution française a été le point d'orgue, a donné le signal du grand retour de la justice distributive dans la vie des nations. La brochure de l'abbé d'Olivier, qui prône, au nom de la justice sociale, le rétablissement de l'allottement des terres, pilier de la justice primitive, constitue à cet égard un jalon important de l'histoire des idées. Mais la Révolution française était une révolution bourgeoise, essentiellement politique. La brochure du curé de Mauchamp passa inaperçue, et la justice sociale tomba dans l'oubli pour ne réapparaître que 60 ans plus tard, en 1850, sous la plume d'un prêtre jésuite italien, Luigi Taparelli, fondateur de la revue Civita Cattolica et annonciateur des idées que développa le pape Léon XIII dans l'encyclique Rerum Novarum en 1893. On peut y lire au paragraphe 27 « Parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernements qui veulent pourvoir comme il convient au bien public, vient au premier rang celui d'avoir soin également de toutes les classes de citoyens en observant rigoureusement les lois de la justice distributive. » Pie XI reprit ces idées en 1931 dans l'encyclique Quadragesimo Anno, mais en utilisant cette fois l'expression « justice sociale ». L'Église catholique n'était plus la seule, au début des années 1930, à plaider en faveur de la justice sociale. Le préambule de l'Organisation internationale du travail, créé par le traité de Versailles en 1919, avait affirmé qu'une paix durable et universelle ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale, et John Maynard Keynes écrira en 1936 que l'action politique poursuit trois objectifs: l'efficacité économique, la justice sociale et la liberté individuelle. Les seuls à ne pas s'être ralliés à la cause de la justice sociale étaient alors le mouvement syndical et les partis de gauche, convertis depuis les années 1880 à l'idéologie marxiste dont l'ambition était l'avènement d'une société sans classe où le problème de la justice sociale, pensait-il, ne se poserait plus. Ce n'est qu'à partir des années 1950 que la majorité des partis socialistes, ayant abandonné leur référence au marxisme, se rallieront, et avec quelle ardeur, à la cause de la justice sociale. L'ONU ayant décidé en 2007 que le 20 février serait désormais sa journée mondiale de la justice sociale, celle-ci est aujourd'hui l'objectif officiel de la communauté des nations. Mais ce ralliement quasi universel à l'exigence de justice sociale, que l'on peut considérer comme un événement majeur de l'histoire contemporaine, s'est produit sans que l'on ait répondu à la question pourtant fondamentale: comment l'instaurer ?
Comment faire régner la justice sociale? La doctrine sociale de l'Église catholique n'a pas donné de réponse à cette question. L'ONU, de son côté, a apporté en 2007 les précisions suivantes. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits et la possibilité pour tous les êtres, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique et social. Cette définition a été reprise, avec quelques variantes, par les grandes encyclopédies comme Wikipédia. La justice sociale est une construction morale et politique qui vise à l'égalité des droits et à la solidarité collective. Toutes ces définitions, aussi vagues qu'abstraites, expriment en réalité une évidence. Personne ne sait exactement comment instaurer la justice sociale. Beaucoup la considèrent comme synonyme de réduction des inégalités, mais sans aller jusqu'à prôner leur abolition. Si l'on se réfère à la culture ambiante, la justice sociale serait donc la réduction des inégalités mais pas l'égalitarisme. Maigre bilan pour les disciplines qui prétendent au statut de sciences sociales. On aurait pu s'attendre à ce qu'un sujet d'une telle importance et bénéficiant de tel parrainage fasse l'objet d'études approfondies, qu'il alimente un vaste débat d'idées, qu'une abondante littérature lui soit consacrée. Il n'en est rien. On chercherait en vain un organisme public ou privé dédié à la recherche sur la justice sociale. Aucune commission parlementaire ne s'est jamais penchée sur la question. Aucune université d'été ne s'en est encore emparée. Aucun débat télévisé, exercice devenu quasi quotidien, ne l'a encore pris pour thème. Et 2 ouvrages seulement, dans les années 1970, ont essayé d'approfondir le concept de justice sociale. Le plus important parce qu'il montrait que la justice sociale n'est peut-être pas une utopie, est celui qu'a publié le philosophe américain John Rawls en 1971, A Theory of Justice. Reprenant le concept de contrat social cher à Locke et à Rousseau, mais en lui donnant une dimension économique et sociale, et plus seulement politique, Rawls y affirme qu'une société juste est une société où chacun accepte et sait que les autres acceptent les mêmes principes de justice et où les institutions respectent ces principes. Pour Rawls, la justice sociale n'était donc pas une juste répartition des richesses et des revenus, mais le résultat d'un large consensus sur les principes de justice, sur la règle du jeu dont elle dépend. En fondant la justice sociale sur l'idée de contrat social et donc de consensus, John Rawls s'appuyait sur une vérité déjà édictée par l'écrivain latin Tertullien. Aucune loi ne doit à elle seule d'être juste. Elle ne doit cette conviction qu'à ceux dont elle attend obéissance. Ce qui signifie que pour qu'une loi soit juste, et cela vaut pour les règles qui organisent la répartition des richesses et des revenus, il faut et il suffit qu'elle soit considérée comme telle par le plus grand nombre. Ce consensus est la condition sine qua non de la justice sociale. Mais quelles sont les règles ? Quel est le modèle social susceptible de réunir un large consensus? John Rawls est mort en 2002 sans avoir répondu à cette question. Il s'est longuement penché sur les principes de justice susceptibles d'être acceptés par tous, liberté, égalité des droits, égalité des chances, utilitarisme en matière d'inégalité, qui ressemblent fort au fondement de la société libérale, mais il n'est pas allé jusqu'à proposer un modèle social précis. Le second ouvrage a été publié 5 ans plus tard, en 1976 par le Hongrois Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie. Son titre, Droit, législation et liberté. Le mirage de la justice sociale résume bien l'opinion de l'auteur. Dans une société de liberté et donc une économie de marché, la justice sociale est un vocable vide de sens. Il y a incompatibilité entre le concept de justice sociale et l'ordre de marché. Pour Hayek, l'expression justice sociale est un abus de langage qui s'est imposé comme la nouvelle valeur morale au nom de laquelle les États faussent les mécanismes du marché et dénaturent la société libérale. Pour lui, la philosophie qui inspire le concept de justice sociale, à savoir que l'État est responsable du bien-être des individus, conduit la société au collectivisme et au totalitarisme. Si 2 esprits aussi éminents, un philosophe mondialement connu et un prix Nobel d'économie, ont pu porter des jugements aussi différents sur la justice sociale, c'est parce qu'ils ne lui donnaient pas le même sens. John Rawls considérait la justice sociale comme le résultat d'un contrat social accepté par tous, alors que Friedrich Hayek l'envisageait comme un juste partage des richesses et des revenus. Si on fait le parallèle avec une compétition sportive, Rawls pensait règle du jeu, quand Hayek évoquait le score final,
qui est toujours aléatoire, imprévisible et ne peut être considéré comme juste que si la règle du jeu a été respectée. Friedrich Hayek ne réfutait donc en aucune manière les idées de John Rawls. Il ne faisait que dénoncer le mirage d'une justice sociale fondée sur un juste partage des richesses et des revenus, concept que Rawls lui-même avait déjà considéré comme entaché d'erreur en son principe et qui n'est pas susceptible de recevoir une réponse concrète. Ce qui en réalité donne tout son sens et son importance au livre du Nobel autrichien, c'est que les pays occidentaux s'étaient alors déjà ralliés à la cause de la justice sociale, et que la voie qu'ils avaient choisie pour y parvenir, la redistribution des revenus, était précisément celle que Friedrich Hayek tenait pour une chimère. Au milieu des années 1930, en effet, face à l'ampleur de la catastrophe sociale provoquée par la crise de 29, les pays occidentaux avaient opéré un tournant idéologique majeur en abandonnant le libéralisme pur et dur et en se ralliant aux idées de l'économiste anglais John Maynard Keynes. Sa théorie générale, publiée en 1936, avait montré qu'il est possible d'éviter les crises et de réguler la croissance, notamment en stimulant les composantes de la demande, ce qui ouvrait la voie au dirigisme et à l'intervention des États dans la répartition des revenus. Dans la panoplie des recettes de Keynes figurait en effet la redistribution des revenus, qui permettait de soutenir la consommation tout en améliorant le sort des défavorisés. Ces idées, dont s'étaient déjà inspirés les socialistes suédois en 1933 et le New Deal de Roosevelt en 1934, faisaient entrer l'Occident dans une ère nouvelle. Au lendemain de la guerre, face au succès du modèle suédois, la majorité des partis socialistes européens prirent leur distance avec les thèses marxistes et se convertirent au socialisme de répartition, dont le succès montrait que ce à quoi les peuples aspirent n'est pas le communisme et l'égalitarisme mais une répartition équitable des richesses et des revenus, autrement dit la justice sociale. Pour les socialistes, la redistribution des revenus était un moyen de répondre aux aspirations du socialisme par une autre voie que l'appropriation collective des moyens de production. Ils devinrent donc les champions de la justice sociale, et l'euphorie des 30 Glorieuses sembla leur donner raison. Le pouvoir d'achat et le niveau de vie progressaient rapidement. La démocratisation de la société capitaliste était en marche. Le modèle social-démocrate, auquel la droite elle-même se ralliait, était en passe de recueillir un large consensus. La justice sociale semblait à portée de main. 40 ans plus tard, le décor a bien changé. La croissance est en berne. Les salaires stagnent quand ils ne baissent pas. De nombreux pays doivent faire face au chômage de masse. Les dettes publiques atteignent des niveaux monstrueux. Et il est évident que le modèle social-démocrate, après avoir fait illusion pendant quelques décennies, grâce à la croissance et au plein emploi, n'a pas réussi à instaurer la justice sociale. Les inégalités de revenus et de patrimoine ne cessent de croître. La précarité augmente, la pauvreté progresse et la majorité de nos concitoyens estiment que la société dans laquelle nous vivons est injuste. La cause de ce retournement de situation ? La mondialisation, certes, qui a changé la donne et accru les inégalités, mais surtout le fait que la redistribution des revenus, en dépit de son ampleur, s'avère incapable de les réduire. Si ce constat donne raison à Friedrich Hayek, il permet aussi de conclure que la seule voie possible pour instaurer la justice sociale est celle d'un large consensus sur la règle du jeu dont dépend la répartition de richesses et des revenus. Il faut donc poursuivre la réflexion qu'a engagée John Rawls, mais qu'il n'a pas menée à son terme et essayer de définir le modèle social susceptible de réunir une large adhésion populaire. C'est l'objet de cet ouvrage. Pour mener cette tâche à bien, on adoptera une approche différente de celle de John Rawls. Celui-ci avait centré ses recherches sur les principes de justice, susceptibles de réunir un large consensus. On se concentrera ici d'une manière plus pragmatique sur le système de répartition qui, dans chaque société, assure le partage des richesses et des revenus. Fondé sur quelques mécanismes et institutions faciles à identifier et à comprendre, ce système de répartition est le véritable responsable de la justice ou de l'injustice sociale. On le désignera par l'expression modèle social. Le modèle social en vigueur aujourd'hui dans nos pays développés repose sur 3 piliers. L'économie de marché, qui assure la formation des patrimoines et la répartition des revenus du travail, par le marché du travail. L'héritage, dont dépend pour l'essentiel
la répartition du capital et des revenus du capital. La redistribution des revenus, qui est supposée corriger les inégalités. C'est ce modèle social qui, après avoir donné satisfaction pendant quelques décennies, les 30 Glorieuses, se traduit aujourd'hui par une aggravation préoccupante des inégalités, de la précarité et de la pauvreté. La question qui se pose est donc de déterminer les modifications qu'il convient de lui apporter, pour qu'il ait une chance de recueillir un large consensus. Pour répondre à cette question, on commencera dans une première partie par faire l'inventaire des quelques modèles sociaux qui se sont succédés sur la planète depuis que nos ancêtres, après s'être convertis à l'agriculture et à la vie sédentaire, ont créé les deux institutions qui sont encore aujourd'hui les piliers de la société humaine, la famille et la propriété. Marquée par l'extension au fil du temps du champ de la propriété privée, cette histoire des modèles sociaux est dominée depuis la fin du XVIIIe siècle par la difficile mise en pratique du principe d'égalité. Dans une deuxième partie, on essaiera de déterminer les raisons pour lesquelles le modèle social actuel, le modèle social-démocrate, entraîne une aggravation régulière des inégalités et pourquoi la redistribution des revenus ne parvient pas à les réduire. De ce diagnostic découlera le choix du modèle social susceptible de recueillir un large consensus et donc d'instaurer la justice et l'harmonie sociale. Première partie, les modèles sociaux à travers l'histoire. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Winston Churchill. Chapitre 1, le modèle social tribal. Le problème de la répartition des richesses et des ressources ne s'est vraiment posé que lorsque nos ancêtres, qui menaient une vie de nomades ou de semi-nomades vivant de la chasse, de la pêche et de la cueillette, se convertirent à l'agriculture et à la vie sédentaire il y a 10 000 ans. Apparue quelque part au Proche-Orient, cette révolution a été, après la maîtrise du feu et l'apparition du langage, l'une des grandes étapes de l'évolution de l'humanité. 10 000 ans c'est beaucoup, mesuré à l'aune des jours et des mois, mais c'est très peu à l'échelle de l'histoire. Si l'on considère que la durée de vie d'un homme est aujourd'hui de près d'un siècle, 10 000 ans ne représentent qu'une centaine de vies humaines mises bout à bout. C'est bien peu également au regard des 3 millions d'années qui nous séparent de l'apparition de l'homme sur notre planète. Si on ramène ces 3 millions d'années à une année civile, nos ancêtres, apparus sur Terre le 1er janvier, se sont convertis à l'agriculture le 29 décembre et nous sommes le 31. Bizarrement qualifié de néolithique, terme créé au XIXe siècle pour désigner l'âge de la pierre polie, la révolution qu'a été la conversion des hommes à l'agriculture et à la vie sédentaire a eu des conséquences considérables dans tous les domaines. Sur le plan démographique, c'est le point de départ d'une expansion qui va transformer les hordes primitives en tribus pouvant compter plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'individus. Sur le plan culturel, c'est un essor spectaculaire des arts et des techniques. Les hommes vont inventer la céramique, le tissage, la statuaire, la métallurgie de l'or et du cuivre, et révéler dans tous ces domaines d'étonnantes dispositions artistiques. Sur le plan religieux, c'est l'apparition des divinités agricoles, la déesse Terre, le dieu Soleil, le dieu de la fécondité, ainsi que le culte des ancêtres. Sur le plan de l'habitat, c'est l'apparition d'une multitude de villages enserrés dans l'espace cultivé, avec leurs maisons à greniers et leur population de paysans. Et sur le plan social, c'est la naissance des premières institutions. La société humaine s'organise. Et elle s'organise autour de la famille. Le village néolithique, symbole universel de cette humanité nouvelle, est dans l'immense majorité des cas un groupe d'habitat unitaire. Mais la cellule de base qu'est la famille va donner naissance, en se démultipliant, à un véritable tissu social. On distinguera bientôt la famille unitaire formée par le couple et ses enfants, la famille patriarcale, constituée par les descendants d'un aïeul encore vivant, le clan dont les descendants se rattachent à un ancêtre disparu mais dont les exploits restent dans les mémoires et enfin la tribu qui regroupe tous ceux qui se réclament d'un ancêtre encore plus lointain, en général mythique ou légendaire. La société tribale ignore encore l'État en tant qu'institution, mais ce n'est plus une société sans pouvoir. Celui-ci existe et il est exercé par les anciens. C'est l'un des grands changements intervenus au néolithique. On ne supprime plus les vieux. Ils sont devenus les maîtres. Dans chaque village, chaque clan, chaque tribu, le conseil des anciens administre la communauté et désigne en son sein un chef dont les pouvoirs sont limités.
La tribu néolithique est républicaine. Et elle est désormais régie par des règles strictes. Pour régler la vie sociale et gérer la croissance, on a codifié le mariage, inventé les règles de parenté qui conditionnent les alliances, les règles de filiation qui déterminent la transmission des biens patrimoniaux. Enfin, en se fixant au sol, il a fallu établir des règles de propriété et de répartition des richesses, la terre et des revenus, les récoltes. En se convertissant à l'agriculture et à la vie sédentaire, en effet, nos ancêtres ont dû résoudre 3 problèmes qu'ils ignoraient jusqu'alors: le partage du travail, le partage des récoltes et le partage de la terre. Si le partage du travail s'imposait, c'est qu'il fallait désormais défricher, clôturer, protéger les récoltes contre les animaux et les intempéries, arroser, récolter, stocker. Autant de tâches fastidieuses et répétitives qui nécessitaient discipline et organisation. Le partage des produits se posait lui aussi en termes entièrement nouveaux. Il ne s'agissait plus seulement de répartir entre les membres du groupe le tableau de chasse ou la cueillette du jour, mais une récolte censée assurer leur survie pendant des mois. Fallait-il la partager sur le champ, SIC, ou la stocker dans des greniers collectifs et la redistribuer au jour le jour? La terre enfin, devenue capital productif, prenait une nouvelle dimension. Allait-on maintenir son statut de propriété collective, ou la partager entre les individus et les groupes, et selon quels critères? Pour résoudre ces 3 problèmes, 2 voies étaient possibles. La première consistait à aller dans le sens du collectivisme, avec la mise en commun du sol et des récoltes, une organisation autoritaire du travail et une répartition égalitaire des ressources. La seconde consistait à partager la terre et à laisser à chaque famille le soin de cultiver son champ, et de partager entre ses membres le travail et les récoltes. Nous savons aujourd'hui que nos ancêtres ne choisirent ni le collectivisme ni le chacun pour soi, mais qu'ils trouvèrent un habile compromis entre ces 2 extrêmes. Et ce compromis, cette 3e voie, fut identique dans le monde entier. Alors que les hommes vivaient sur des continents séparés, isolés les uns des autres, cette 3e voie consista partout à appliquer au sol un statut différent selon l'usage qui en était fait. C'est ainsi que l'ancien territoire de chasse, avec ses landes, ses forêts, ses marais, ses rivières, continua comme par le passé de relever de la propriété tribale et collective. Sur ces parties communes, que l'on appellera un jour les communaux, chacun put continuer à chasser, pêcher, faire paître son troupeau. Aux habitations et aux parcelles attenantes, on appliqua le régime de la propriété personnelle, héréditaire. Enfin, pour les terres cultivées, le principe retenu fut celui de l'allotement périodique. Chaque jeune couple recevait un lot de terre dont il avait l'usufruit sa vie durant, et qui en fin de vie revenait à la collectivité. Les ethnologues connaissent bien ce mode d'organisation sociale qu'ils ont baptisé « communauté de village ». Ce modèle social, qu'on appellera ici tribal, était fondé sur 3 principes. La propriété collective du sol. La redistribution périodique du capital productif, les terres cultivables. À chacun selon son travail et ses capacités. Cet ingénieux système offrait de nombreux avantages. Il permettait à la collectivité de garder le contrôle de la répartition des terres, tout en maintenant une économie décentralisée fondée sur l'exploitation familiale. Sur le plan social, il permettait d'assurer l'autonomie de la famille tout en garantissant l'intégration des jeunes dans la communauté. La communauté de village ne connaissait ni exclus ni laissés pour compte, et réussissait à concilier la liberté, l'égalité et la solidarité. Les vertus de ce modèle social expliquent probablement pourquoi il a survécu si longtemps à la disparition du monde néolithique. L'allottement des terres est présent dans toute l'histoire de la Chine. Tombé en désuétude à l'époque féodale, il fut réhabilité par le confucianisme et adopté par l'Empire. La réforme agraire réalisée par l'empereur Wen-ti, en 583 de notre ère, attribua à chaque Chinois un lot de terre héréditaire ainsi qu'un lot précaire dont il avait l'usufruit jusqu'à l'âge de 70 ans. Sous la dynastie suivante, celle des Tang, les lots précaires étaient redistribués tous les 5 ans. Ce n'est qu'au IXe siècle que la propriété privée s'imposa définitivement. Les institutions des Germains, avant qu'ils n'envahissent l'Empire romain, étaient également communautaires. Germania, le livre que leur a consacré l'historien latin Tacite décrit des villages composés de 3 parties,
les maisons individuelles et les parcelles attenantes, qui relevaient de la propriété privée, c'est l'allodé qui deviendra alleux en vieux français, les communaux, marques, qui relevaient de la propriété collective, et les parcelles de terre cultivables qui faisaient l'objet d'un allotement périodique. Toute l'Amérique du Sud vivait sous le régime de la communauté de villages lorsque le continent fut envahi par les Espagnols et les Portugais au XVIe siècle. Chez les Incas, chaque paysan recevait en se mariant l'usufruit d'un lot de terre qui s'accroissait à chaque naissance nouvelle. La communauté de village existe encore aujourd'hui au Pérou, légalisée par la loi agraire de 1969. Elle existait également chez les Aztèques, et a survécu au Mexique en dépit des efforts entrepris par les pouvoirs publics pour y mettre un terme. En 1856, une loi tenta d'imposer la propriété privée mais rien n'y fit. Face à l'attachement des paysans à leurs traditions communautaires, l'éjido fut officialisé par la Révolution de 1910. En Russie, ce sont 20 millions de paysans qui, au début du XXe siècle, vivaient encore dans le cadre de la communauté de villages russe, le MIR. Fondé sur la propriété indivise, le MIR était dirigé par un conseil des anciens qui redistribuait les terres tous les 5 ans. Pour permettre à ses membres, et en particulier aux jeunes, de sortir de l'indivision, une loi leur offrit en 1906 la possibilité d'opter pour la dissolution des communautés et l'adoption du régime de la propriété privée, mais une minorité seulement vota dans ce sens. Le MIR russe ne disparut que lorsque Staline imposa la collectivisation complète de l'agriculture. On pourrait multiplier les exemples. Sur tous les continents, on constate l'existence à l'aube des temps modernes, de communautés villageoises fondées sur la propriété indivise du sol et l'allottement des terres, qui ne peuvent être que les vestiges du monde néolithique et des tribus républicaines qui ont vécu sur la planète entre 8000 et 2000 ans AV. JC vestige peut-être de cet âge d'or, de ce paradis terrestre dont le mythe subsiste encore dans la mémoire collective des peuples. Le caractère universel de la survivance des communautés villageoises s'imposa à la fin du XIXe siècle, grâce à des ouvrages comme Village Communities in the East and West publiés par l'anglais Sumner Mann en 1871, ou encore l'histoire de la propriété du français Charles Le Tourneau en 1885. Ces livres évoquaient l'existence d'une civilisation agraire antérieure au monde féodal et fondée sur un modèle social dont le mécanisme essentiel était l'allottement du capital productif. Pourquoi ce modèle social est-il resté ignoré des économistes, des historiens, des politiques, alors que l'affrontement entre partisans et adversaires du capitalisme et de la propriété privée était alors à son paroxysme ? Tout simplement parce qu'à la fin du XIXe siècle, le débat politique européen était déjà enfermé dans un tête-à-tête exclusif entre marxistes et libéraux, et que ce modèle social dérangeait les uns et les autres. Il dérangeait les libéraux qui n'y virent qu'une menace pour le droit de propriété. Mais il dérangeait surtout les marxistes qui avaient déjà fait le choix du collectivisme. Or la communauté de village montrait qu'il y avait peut-être une autre réponse que l'appropriation collective du capital, à la critique marxiste du système capitaliste. Il suffisait en effet de donner aux jeunes non pas une ferme et des terres, mais un capital, pour éradiquer la pauvreté et mettre fin à la lutte des classes. Karl Marx ne changea pas d'avis pour autant. Pressé par les communistes russes de prendre position sur l'attitude à adopter à l'égard du MIR, il répondit dans une lettre à Vera Zasulich: la commune russe peut devenir le point de départ direct du système économique auquel tend la société moderne. Autrement dit, pour Marx, le MIR russe n'était qu'une étape vers le socialisme véritable, le socialisme scientifique, celui du kolkhoz. La révélation du caractère universel de l'ancien modèle social de la communauté de village avait une autre conséquence importante. Elle jetait le discrédit sur l'idéologie marxiste et le postulat sur lequel elle était fondée depuis le manifeste du Parti communiste de 1848. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. Or, avec la meilleure volonté du monde, il était difficile de déceler dans la communauté de village ne serait-ce que les prémices d'une quelconque lutte des classes. Comment Marx avait-il pu fonder sa doctrine sur une contre-vérité aussi grossière ? Tout bonnement parce qu'en 1848, les Européens ignoraient encore les grandes lignes de l'évolution. Parce qu'ils dérangeaient marxistes et libéraux,
Le modèle social incarné par la communauté de village et qui a régné sur la planète pendant 5000 ans a été discrètement enterré. Les rares ouvrages sur le sujet ont disparu des bibliothèques. Les programmes scolaires l'ignorent. Le mot allottement, lui-même a disparu du vocabulaire et des dictionnaires comme si, en faisant disparaître le mot, on avait voulu faire disparaître la chose. Mieux encore, les historiens ont décidé à la fin du XIXe siècle que ce que nous appelons communément l'histoire avait commencé avec l'invention de l'écriture, c'est-à-dire avec la naissance des sociétés différenciées ou sociétés de classe, et donc après la disparition des civilisations agraires du néolithique. Cette décision était abusive, et en contradiction flagrante avec la réalité historique. Mais elle présentait l'avantage de reléguer nos ancêtres paysans et leurs institutions dans les ténèbres de la préhistoire. Les marxistes pouvaient continuer à enseigner sans état d'âme que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. Or, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'est évidemment pas l'histoire de la lutte des classes. C'est l'histoire qui a commencé il y a 10 000 ans, lorsque nos ancêtres se sont convertis à l'agriculture et à la vie sédentaire et ont créé les institutions qui sont toujours les fondements de notre société. La famille et la propriété. Pendant 5 millénaires, ils ont déboisé, défriché, construit des villages dont beaucoup sont encore habités, mis en culture la terre et façonné les paysages qui nous sont familiers, tracé des chemins qu'empruntent la plupart de nos routes. Nous les connaissons mal car leur connaissance, leur philosophie, leurs poèmes, leurs légendes se transmettaient par voie orale, mais cela ne doit pas nous faire oublier le rôle qu'ils ont joué dans l'histoire. Comme l'a écrit Alain Danielou dans l'introduction de son Histoire de l'Inde, l'histoire qui ne tient pas compte de l'héritage des civilisations plus ou moins volontairement oubliées ne sera jamais qu'une fiction faussement scientifique. Mais si nos ancêtres du néolithique méritent de retenir notre attention, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont posé les fondations de notre civilisation. C'est parce qu'ils ont vécu au sein de tribus républicaines, égalitaires, fondées sur un système de répartition du capital, la terre et des revenus, les récoltes, qui leur a permis de concilier liberté, égalité et solidarité collective. 5000 ans après Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.